Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chaîne Max Skills University. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre mini parcours de fiscalité. Je vous ai préparé un mini cas pour faire un petit échauffement avant d'entamer la bataille. Sur ce, je vous dis, c'est parti! Au niveau de ce cas, on va préciser premièrement le pays d'imposition de Monsieur X. Donc, comme on a vu au niveau de la capsule précédente, la capsule qui traite des soubassements théoriques, donc il y a deux critères, deux axes à prendre en considération. Le premier, c'est la résidence, qui est subdivisée en trois parties: le lieu d'habitation, la durée précise du séjour qui doit être supérieure à 183 et finalement, est-ce qu'il est considéré comme agent d'État ou pas. Deuxième axe, c'est la provenance du revenu. Donc, on va essayer de décortiquer ce cas. Donc, vous trouvez l'énoncé au niveau de la pièce, au niveau du pièce jointe. Monsieur X est tunisien de nationalité, donc la nationalité n'a aucune importance au niveau de la détermination du pays d'imposition. Au cours de l'année 2017, c'est l'année de référence. Son travail au sein d'une entreprise située en Tunisie, donc c'est très important, mais c'est peu suffisant. Lui a imposé 4 mois de présence contenue. 4 x 30, c'est 120, donc la notion de nombre de jours n'est pas vérifiée, puisque c'est inférieur à 183, sur le territoire tunisien et les déplacements fréquents à l'étranger. Le déplacement n'a aucune importance. Monsieur X a ainsi perçu à ce titre un salaire mensuel de 2500 dinars net de retenue, étant précisé qu'il a bénéficié au cours de cette même année d'une aide financée à hauteur de 50% par un organisme professionnel allemand pour une formation qu'il a suivie en Allemagne. Donc l'année, pour déterminer le pays d'imposition, d'une manière générale, deux critères sont envisagés: le critère de la résidence et le critère de la source. Comme je viens de dire, donc, le critère de résidence comporte trois éléments. Pour le salaire de Monsieur X, le critère de résidence n'est pas à prendre en considération, car premièrement, ni le lieu d'habitation n'a pas été précisé, ni la durée précise du séjour sur le territoire tunisien n'ont été précisés pour l'année 2017. De même, le troisième critère, c'est est-ce qu'il est agent d'État. Normalement, il n'est pas agent d'État puisqu'il travaille dans une entreprise implantée en Tunisie. Donc, la faute commise par la plupart des étudiants directement, il n'est pas imposable en Tunisie. Il nous reste un autre critère, c'est le critère de la source, donc la provenance du revenu salarial. Dans ce cas précis, il s'agit de l'entreprise située en Tunisie qui représente l'employeur de Monsieur X. Donc l'origine du salaire, l'origine du revenu est une entreprise située en Tunisie. Donc finalement, si on trouve qu'un seul critère est vérifié, directement on va affirmer que Monsieur X doit être imposé en Tunisie. Pour ce qui est de l'aide, même si elle est en partie de source allemande, elle a servi à financer une formation, donc elle n'a rien à voir avec le revenu et n'a pas par conséquent de conséquences sur l'assiette imposable. Quant au loyer et les intérêts générés par l'épargne, on applique le même critère, à savoir la source, la maison louée ainsi que la banque sont localisées en Tunisie. Donc, deuxièmement, on va essayer de déterminer l'IRPP. Donc, pour déterminer l'IRPP, la démarche est la suivante. On a 7 catégories. Dans ce cas, on a 3 catégories. Donc, la première catégorie, c'est catégorie traitement, pour le traitement pour un cadre, le salaire pour un ouvrier. Donc, deuxième partie de cette catégorie, on a les pensions et les rentes viagères. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut commencer tout d'abord, pour la catégorie, le revenu imposable.
Donc le revenu imposable, c'est le salaire brut. On va retrancher les cotisations CNSS. Les cotisations CNSS, c'est le salaire brut moins 9,18. On trouve le salaire net des retenues sociales. On retranche les frais professionnels qui s'élèvent à 10% avec une limite de 2000 dinars. Donc finalement, on trouve le revenu imposable. Donc, chaque catégorie, vous la traitez séparément. Vous devez déterminer le revenu imposable de chaque catégorie. Puis, on va additionner la somme des revenus imposables pour finalement le revenu net global. Donc, étape 1. On va calculer le revenu imposable de chaque catégorie. Étape 2. On va additionner la somme des revenus imposables pour déterminer le revenu net global. Troisième étape, on va retrancher le revenu net global. On retranche les déductions communes. On fait des marches dans le cas, on va l'appliquer. On trouve le revenu net global imposable. Donc, RNG, RNGI. Puis, une fois on a déterminé le revenu net global, on applique le barème. Donc, plus chauffe le barème, on détermine l'IRPP. L'IRPP, on retranche les retenues à la source et les acomptes provisionnels dans l'IRPP API. Il y a deux critères, les plus-values sur cession d'immobilisation et les plus-values sur cession de valeur mobilière. Ce sont des éléments hors IRPP. Donc, on est directement, on a le salaire base net des retenues sociales. Au niveau de piège, donc on a le salaire brut directement, on a le salaire brut auquel on a retranché la CNSS, la cotisation CNSS, qui s'élève à 9,18. Donc, on a 30 000 dinars. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On a les 30 000 dinars et on retranche les frais professionnels. Au niveau de la nouvelle loi, les frais sont plafonnés à 2000 dinars. Donc, normalement, on retranche 2000. C'est un exercice qui date de 2017, donc avant l'apparition de la loi. Donc, normalement, on aura un salaire net de 28 000 dinars. Ok. Donc, les 5 000 dinars représentant une aide pour financer une formation et non un avantage en nature. Ticket restaurant, bon d'essence, auquel cas on l'aurait ajouté au salaire de base. Donc, dans ce cas, le salaire de base de l'aide n'est pas considéré comme un revenu. Donc, l'année, finalement, la catégorie le salaire net. Deuxième catégorie, traitement du loyer. Donc, on est le loyer, monsieur X, une maison à local qui va louer. Donc, c'est 15 000 fois 12, on aura 1500, je m'excuse, fois 12, donc on aura 18 000. Donc, nous faisons que le principe de base, c'est le loyer brut. On retranche les frais forfaitaires, le loyer brut, fois 0,2. Moins, donc normalement l'année, il faut retrancher tout ce qui est les frais de syndic, mais avant de retrancher les frais forfaitaires, on doit retrancher les frais de gestion. Puis finalement, on retranche les taxes sur les immeubles bâtis. Nam l'application. Donc, dans notre cas, en cas de prise en charge, l'énoncé. Donc, monsieur X est propriétaire d'une maison qu'il donne en location depuis janvier, en contrepartie d'un loyer de 1500 et versement d'une caution, donc caution mais en s'engageant à prendre en charge le paiement de l'eau et de l'électricité évalué sur facture à 350. Monsieur B, donc il faut déduire les frais d'électricité qui s'élèvent à 350 fois 12.
Voilà, une petite remarque. En cas de prise en charge par le propriétaire des dépenses mises à la charge du locataire, il y a déduction. En revanche, en cas de prise en charge par le locataire des dépenses, au lieu et à la place, il y a majoration. Donc, dans notre cas, on est dans le cas de déduction, puisque c'est le propriétaire qui va prendre en charge. Donc, l'année, nous avons 18 000 moins 4 200. Puis, on va appliquer les 20%. Donc, on retranche les 20% qui représentent les frais de gestion. Donc, le principe, le loyer brut. On retranche s'il y a des charges. Puis, on retranche les 20%. Les 20% les frais de gestion d'amortissement. S'il y a des taxes sur les immeubles bâtis, par exemple, donc, dans notre cas, il y a une condition. Les taxes doivent être payées au cours de l'année en référence. Au niveau de l'énoncé, il a promis de payer. Donc, c'est l'avantage. On retranche quelque chose. Le revenu imposable relatif à cette catégorie, dans notre cas, on n'a pas le droit de retrancher des taxes sur les immeubles bâtis, puisque il y a une promesse et les taxes n'ont pas été acquittées au niveau de l'année en cours. Donc, troisième catégorie. Donc, catégorie l'année traitement en salaire. Deuxième catégorie, c'est le revenu foncier, le traitement du loyer. Donc, c'est la catégorie revenu foncier. Donc, troisième catégorie, le traitement des revenus des capitaux mobiliers. Il y a un compte épargne, donc la rémunération au titre de l'épargne s'élève à 1700. Donc c'est un revenu brut net, pas de charge à déduire. Donc je vous invite à revoir la capsule traitant des concepts théoriques pour bien appréhender les 7 revenus. Donc l'étape où l'année est revenu imposable relatif à chaque catégorie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les additionner. Tout l'année, c'est l'étape 2 qui est le RNG. Je vais les déductions communes. Donc les déductions communes, donc s'il est chef de famille, on va retrancher 300 dinars. Pour chaque enfant, premier enfant 100, deuxième enfant 100, troisième enfant 100, quatrième enfant 400. Donc, s'il est un enfant handicapé, c'est 2000. Et c'est les valeurs à demain. L'ancienne loi 1500. Donc, au lieu de 150, je vais 300. S'il a un étudiant non boursier, si un étudiant non boursier dont l'âge est entre 20 et 25. Deuxième critère, il ne doit pas bénéficier d'une bourse. Troisième critère, donc il poursuit des études universitaires. Donc, on a une déduction au titre d'un contrat plafonné à 10 000. Il a versé au niveau de l'énoncé, la prime versée par le père est de 2500. Donc, on va déduire seulement 10 000 dinars. Et finalement, on va déduction au titre de l'épargne de 1000 dinars. Et donc, les déductions communes, si il est chef de famille 300, les enfants à charge, 5 enfants 200, la prime d'assurance est plafonnée à 1000 et déduction au titre de l'épargne c'est 1000. Et donc, les déductions communes. Donc, on va trouver le revenu net global imposable. Le revenu net global imposable, on applique le barème. Donc le barème c'est 0, entre 0 et 5000 c'est 0%. Donc je vous invite à revoir la capsule traitant de la partie théorique. حاولت نفسر فيها d'une manière détaillée les composantes de chaque catégorie et les étapes à suivre pour déterminer l'IRPP. C'est une application. On passe à la deuxième partie. Monsieur X réalise un autre revenu qui doit être traité distinctement du revenu global. Il a son propre régime d'imposition et son propre taux d'imposition. Il n'est pas donc soumis
au barème. يعني بعد ما نطلعوا l'IRPP dû, l'IRPP à payer, on doit passer à deux catégories. Il s'agit de la plus-value sur la cession d'un bien immobilisé. Le principe est le suivant. Donc tout d'abord, on doit déterminer, je m'excuse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer le prix d'achat actualisé. Donc le prix d'achat actualisé, c'est le prix d'achat plus soit 10%, soit 0,05 fois le prix d'achat fois le nombre de jours de détention sur 360. On va essayer d'appliquer donc l'année. On va refaire la même chose pour les autres dépenses. Par exemple, la clôture sour ou la haja, nous la dépense kif plus la dépense fois 0,1 plus la dépense fois le nombre de jours sur 360. Et le code représente le prix d'achat actualisé. Mais, nous l'application. Donc, il s'agit de la plus-value, donc qui obéit à une simple formule, le prix de cession. Donc, nous avons fait partie le prix d'acquisition plus le prix d'acquisition actualisé. C'est la partie actualisée. Plus les valeurs des travaux, donc on a des dépenses des travaux, plus l'actualisation terre. Donc, dans notre cas, on va multiplier par 10 fois le nombre de jours de détention, étant précisé qu'on compte 360 par jour, c'est clair, et 30 par mois. Dans le cas présent, il n'y a pas d'acquisition, donc 10% à dire s'il y a acquisition. S'il y a héritage, le terrain, l'immobilisation en question, مثلا villa ou par exemple un appartement, bien. Donc on doit on multiplie par 10%. Par contre, s'il y a héritage, on multiplie par 5%. Donc dans notre cas, le cas interne, s'il y a un héritage, on multiplie par 5%. Donc on a une application 220 000 plus 5% des frais d'enregistrement plus 5%, donc ça nous donne 11 000 plus l'actualisation. Donc on a 6 ans. Donc on aura finalement la valeur actualisée, le prix d'achat actualisé. Dans le cas interne, le prix de vente c'est 500 000. Donc la plus-value, c'est le prix d'achat actualisé. Et c'est le prix de cession. Donc on a une plus-value. La plus-value, facile pour le principe, il y a deux cas. Si la durée de détention est inférieure à 5 ans, donc on va multiplier la plus-value par 15%. Si elle est supérieure à 5%, donc 5% on va multiplier par 10%. Dans notre cas, le taux d'imposition de la plus-value est de 10%, puisque la durée de détention est supérieure à 5 ans. Dans le cas où elle est inférieure à 5 ans, elle va être de 15%. Donc la plus-value, خلينا نخرجوا l'impôt اللي باش نخلصوه. Donc باش ناخذوا la plus-value fois le taux. Finalement, si la plus-value est exonérée, qu'est-ce que ça veut dire être exonérée? معناها مش تخلينا نخلصوا أقل، مانيش باش نخلصوا plutôt si la vente est entre ascendant ou descendant, ou lorsqu'il s'agit d'une expropriation par une entité publique, ou encore lorsqu'il s'agit de la première cession. On suppose qu'il a le résultat égal à R. On est dans le cas d'une maison d'habitation dont la superficie, par exemple, est de 1600 mètres carrés par 1600. Donc pour les 1000 mètres carrés Loulanine, ils vont être exonérés. Donc je vais 1600 sur moins 1000 sur 1000 mètres carrés. Donc l'année, on va payer seulement sur les 600 mètres carrés qui restent. Donc les 1000 mètres carrés, les premiers 1000 mètres carrés vont être exonérés. Donc j'espère que cette vidéo vous l'avez kiffé. Si vous avez des choses à dire, écrivez dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre le plus tôt possible. Donc maintenant je vous dis à bientôt.